et puis ça vous sera retransmis via l'AIH. Donc, on est à notre deuxième séminaire sur les myodysplasies que Lionel Hadès a gentiment accepté d'organiser. Et puis, vous voyez qu'il y en a encore 3 autres jusqu'à la fin de l'année. Et surtout, n'oubliez pas, il va y avoir des visios qui vont être organisées le vendredi soir. Pour l'instant, il y en a une, mais il y en aura probablement une autre, celle du 10 mars sur les mastocytoses. Et je vous ferai passer le lien Zoom pour assister à cette visio. Alors voilà le programme que m'a transmis Lionel, je ne sais pas s'il va le respecter. En tout cas, je remercie tous les enseignants qui ont accepté de participer à ce programme. Je trouve qu'il répond vraiment au cahier des charges, c'est-à-dire un équilibre entre les éléments un peu plus fondamentaux et la clinique pour vous donner un peu les clés de la compréhension de pourquoi on va dans telle et telle voie. Juste une petite annonce, dans une semaine, environ un peu plus 15 jours, il y a la réunion du Collège des enseignants en hématologie. Et j'ai été sollicité par Marc Médanier pour faire remonter ce que pourrait être le futur des ES d'hématologie en termes en pratique, mais aussi sur le contenu pédagogique. Alors, je ne parle pas du programme en lui-même, c'est-à-dire des thèmes qu'on va traiter, mais je parle plutôt un petit peu de la pédagogie qu'on va utiliser. J'ai échangé avec ça, on a échangé avec l'AIH de ce sujet-là. Et l'idée, c'est que si vous avez des idées que vous voulez faire remonter sur des contenus pédagogiques, des sessions plus interactives, de la simulation, enfin des choses un peu plus innovantes, n'hésitez pas à les faire remonter, alors soit directement à moi, soit à vos collègues de l'AIH, de sorte à ce qu'on puisse étoffer un petit peu la présentation qu'on fera au nom du DES national au mois de février au Collège des enseignants. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un financement de l'INCa qui a accepté le projet de soutien du 3e cycle en hématologie. Et ce financement va nous donner non seulement la possibilité d'avoir plus facilement des salles, donc ça me regarde, c'est plus pratique, mais également de pouvoir organiser peut-être dans l'année une session sur plusieurs jours, ce qui vous permettrait de mieux vous connaître entre vous et puis d'avoir des échanges un peu moins formels à la fois entre vous et à la fois avec vos enseignants et les gens qui prennent le séminaire. Donc, notre ambition avec l'AIH, c'est de faire cette session l'année prochaine. Et pour ça, donc, on s'appuiera sur le financement de l'INCa. Et il est possible aussi que certains séminaires, on les fasse non pas ici à l'UFR Villemain, parce que la salle n'est pas toujours disponible, mais qu'on les fasse des fois ailleurs dans Paris. Et ça, je vous le ferai savoir, bien sûr, avant. Voilà. Donc, surtout, pour le contenu pédagogique et puis pour vos idées, parce qu'en fait, je pense que c'est vous qui avez les meilleures idées de ce que vous attendez, n'hésitez pas à le faire remonter. Alors, j'espère qu'on vous a transmis mon email, parce que moi, mon hôpital a été victime d'un crash informatique, enfin d'une attaque. Et donc, mon mail que vous avez peut-être dans vos tablettes ne fonctionne plus. Donc, je vous redonnerai mon mail universitaire qui, normalement, a dû circuler via l'AIH, mais je vous le remettrai à la pause. Comme ça, vous pourrez me contacter sans problème. Si je ne réponds pas, c'est sûrement parce que vous avez utilisé le mail qui ne marche plus. Voilà, donc tout cela dit, je vais laisser la parole à Lionel qui va vous présenter cette matinée. Oui, dernière chose, avant de lui laisser la parole, parce qu'après, il ne me la rendra plus. Pour ce séminaire-là, on n'a pas réussi, mais pour les prochains, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de chaque demi-journée, une interne prenne le rôle de Monsieur Loyal et soit responsable d'organiser le débat avec les questions et les orateurs qui ont parlé dans la matinée. Et cette interne, masculin ou féminin, doit un peu potasser avant les sujets, donc en lien avec l'enseignant qui qui coordonne le séminaire, de sorte à un peu préparer des questions et pouvoir relancer la discussion. Et ça sera vrai pour le matin et pour l'après-midi. Donc, en fait, par séminaire, il y aura 2 internes chargés de faire ce qu'on fait nous, la plupart du temps, mais ce sera vous qui le ferez, d'être Monsieur Loyal et d'organiser le débat. Et je pense que ça vous aidera à être plus à l'aise avec le fait de poser des questions, de remonter des questions et d'échanger avec les orateurs, parce qu'on a toujours un peu de mal à briser la glace, même si séminaire après séminaire, les choses vont de mieux en mieux. Là, du coup, j'ai terminé. Je te laisse la parole, Lionel. Merci Philippe. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais ça sent les volontaires désignés. Hein. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Lionel Hadès. Moi, je travaille à l'hôpital Saint-Louis et Philippe m'a demandé de coordonner ce
ce séminaire autour des SMD. On va le faire en deux parties. Vous le voyez, je vais être très bref, hein. Une partie sur la biologie à la fois de routine et la biologie fondamentale autour des SMD, et puis une partie plus clinique, pas plus clinique, totalement clinique, l'après-midi sur la prise en charge de ces patients. Est-ce que le responsable du Zoom peut transmettre, parce que malheureusement Sophie Park a eu un empêchement de dernière minute, et si vous pouvez communiquer à Sophie Park, je ne sais pas qui est, c'est toi, c'est ça? Je vais te donner son mail. Si tu peux lui envoyer le Zoom pour qu'elle puisse se connecter à 14 heures. Voilà, le programme est inchangé. Thomas Cluzot a un empêchement et c'est moi qui vais faire son cours malheureusement pour vous. C'est le même, mais sans accent niçois. Voilà. Donc, grosso modo. Donc, on ne va pas perdre de temps. Ce que j'aimerais, c'est que les orateurs gardent leur timing pour qu'on puisse finalement avoir un peu d'interaction derrière, des questions. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions qui ne méritent pas d'être posées. Donc, allez-y, posez des questions. Et si on a le temps à la fin, avec les orateurs qui restent et vous, on fera une espèce de mini table ronde si on a le temps, etc. Voilà, donc je ne perds pas de temps et je passe le micro à Michaela Fontenay qui va nous parler de la physiopathologie des SMD. Michaela. Merci. Bien, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Lionel de m'avoir invité à participer à ce séminaire. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous parler de la physiopathologie. Alors, le titre est un peu vaste, donc je le remercie encore plus. Mais évidemment, on est obligé de prendre un angle pour aborder la question parce que de l'inflammation à l'oncogénétique, ça fait plus de 20 minutes. Donc, j'ai pris inflammation. Oh, ça fait peur un peu. Hein. Ouais, j'ai un petit Parkinson là, je sais pas. Ça... Voilà. Merci beaucoup. On peut peut-être le mettre en grand. Ah non, c'est un PDF, donc ça va peut-être rester comme ça. Faut scroller, tu penses? J'ai l'autre, mais c'est pas écrit. Je vais PDF parce que j'ai parfois des. Ok. 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 Donc, comme je vous le disais, j'ai plutôt pris le versant à inflammation pour essayer en fait de vous expliquer ce que l'on sait actuellement des mécanismes qui pourraient être initiateurs de la maladie. Diapositive suivante. Donc, juste cette diapositive qui vous donne sur une seule figure, en fait, ce que l'on sait de l'évolution clonale de la maladie. D'abord, qu'est-ce qu'un syndrome myélodysplasique? Donc, c'est une maladie de la cellule souche hématopoïétique qui est liée à l'accumulation de mutations dans le compartiment souche. Donc, les mutations apparaissent au cours du vieillissement. Donc, c'est une maladie du sujet âgé et on reconnaît assez fréquemment la notion d'une hématopoïèse clonale dite de signification indéterminée ou de potentiel indéterminé ou CHIP, qui précède la maladie. Alors, comme vous le voyez sur la droite, donc, il y a un certain nombre d'étapes qui se succèdent, donc l'étape de CHIP, l'étape de MDS et éventuellement la transformation en leucémie aiguë. Et donc, ces mutations qui s'accumulent, elles sont de plusieurs types en fonction des facteurs qui sont atteints par ces mutations récurrentes. Et on reconnaît que les mutations qui touchent des gènes régulateurs de l'épigénétique comme TET2 ou DNMT3A et les mutations touchant des facteurs d'épissage tels que SF3B1 ou SRSF2 ou U2AF1 sont des mutations plutôt précoces. Et apparaissent secondairement des mutations qui vont toucher les facteurs de transcription, les voies de signalisation ou éventuellement les coésines. Elles sont en général associées à un plus mauvais pronostic, à une évolution défavorable de la maladie. Donc, diapositive suivante, merci. Donc, juste ce schéma que tout le monde a vu énormément concernant l'hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé. Donc, c'est la présence d'une mutation qui apparaît. Tu veux absolument me le mettre en. Voilà. J'aurais dû vous donner le PDF, le PowerPoint. Ouh.
On a droit à toutes les facettes de la techno, là. Et là, on ne peut pas le faire quand on est en plein écran. Oui. Waouh. Magnifique. On déplace le petit truc. Super. Merci beaucoup. Ah ben ça va, ça marche tout seul. Génial. Donc, cette diapositive qui reprend des figures très connues publiées en 2014 donc, par plusieurs équipes, et celle-ci vient de l'équipe de Ben Ebert, montre que l'hématopoïèse clonale augmente au cours du temps et qu'elle touche en particulier les gènes d'épigénétique, comme je l'ai dit, majoritairement DNMT3A ou TET2 ou ASXL1. Et cette hématopoïèse clonale, en fait, elle survient ou elle accompagne le développement de maladies qui ont une composante inflammatoire, telles que les maladies cardiovasculaires et l'athérosclérose, le diabète, l'ostéoporose, les pathologies auto-immunes ou auto-inflammatoires, et aboutissent à un excès de développement des hémopathies malignes. Alors, ce qui est signalé sur les diapositives, et vous le verrez en bas, j'ai indiqué revues. Donc, ce sont des revues que vous pourrez consulter qui font la synthèse en fait, des concepts que je vais essayer de développer aujourd'hui. Et cette revue ici, donc, qui a été publiée par Catherine King et Eric Pietra, suggère que, en fonction du stress environnemental, en fait, on va avoir la sélection d'une mutation particulière et pas d'une autre. Donc, ce qui est déjà connu, c'est que, par exemple, dans le deuxième, un stress cytotoxique provoqué par une irradiation ou une chimiothérapie va sélectionner préférentiellement des clones qui contiennent des mutations de P53 ou des mutations de gènes impliqués dans le DNA repair, alors que les maladies métaboliques qui provoquent un contexte inflammatoire vont favoriser l'expansion de clones TET2 ou DNMT3A. Alors, pour comprendre un petit peu l'expansion de la maladie, on se rapporte à la niche hématopoïétique. Donc, je vais vous rappeler que celle-ci se décompose en trois parties, une niche vasculaire, une niche endostéale et une niche réticulaire. La niche vasculaire, c'est le contact avec les vaisseaux, en particulier les vaisseaux sinusoïdes de la moelle. Et la niche endostéale, c'est le contact des cellules hématopoïétiques avec l'os, donc via des cellules de recouvrement que sont les ostéoblastes et les ostéoclastes. Donc, si on comprend ce qui se passe au cours du vieillissement, en fait, il y a plusieurs événements qui touchent cette niche et qui vont altérer sa fonction et modifier le compartiment hématopoïétique, en particulier les modifications qui impactent les cellules endothéliales et la diminution de production de facteurs qui soutiennent l'hématopoïèse. Ceci aboutit à un défaut de renouvellement des cellules hématopoïétiques et à l'expansion des progéniteurs myéloïdes au détriment des progéniteurs lymphoïdes. Il y a également rapporté le vieillissement des cellules stromales mésenchymateuses qui composent cette niche, qui ont une diminution de leur capacité de prolifération et surtout un biais de différenciation favorisant l'adipogénèse aux dépens de l'ostéogénèse. Et cette adipogénèse va également provoquer une myélopoïèse accrue au détriment de la lymphopoïèse. Et enfin, une diminution de la génération de l'os par une diminution des progéniteurs ostéoïdes qui va donc aboutir également à un appauvrissement de la moelle. Et ces événements, en fait, si on les résume plus simplement ici, vont impacter fortement donc, la cellule hématopoïétique, d'une part parce qu'elle diminue son adhésion au stroma, et d'autre part parce que l'adipogénèse va favoriser un biais myéloïde au détriment du biais de la prolifération des cellules lymphoïdes. Donc, si on résume l'impact sur les cellules hématopoïétiques, donc vous voyez que globalement, les cellules souches hématopoïétiques vont décliner progressivement au cours du vieillissement avec des modifications de leur polarité, de leur épigénétique, de leur régulation épigénétique, ce qui va aboutir à une reprogrammation transcriptionnelle. Et cette reprogrammation transcriptionnelle aboutit à ce biais myélomonocytaire qui est une des caractéristiques majeures du vieillissement.
Donc, si on regarde un petit peu plus près les progéniteurs qui sont impliqués dans cette modification importante du compartiment des cellules hématopoïétiques au cours du vieillissement, eh bien, ce sont le compartiment des cellules que l'on appelle multipotents progéniteurs, les MPP. Ici, vous avez la situation normale décrite chez la souris de l'homéostasie avec une prolifération plus favorable des MPP4 qui donne le compartiment lymphoïde, et c'est la situation homéostatique classique, alors que dans les situations de stress ou par exemple induit par un phénomène de greffe de moelle osseuse, donc de régénération, eh bien, les MPP4 vont subir une reprogrammation myéloïde et on a une amplification, une prolifération accrue des MPP2 et MPP3, donc les compartiments de progéniteurs multipotents qui vont donner soit les érythromégas, soit les granulomonocytes. Donc, ce biais myéloïde démarre à partir des progéniteurs multipotents. Alors, il y a peu d'études chez l'homme, mais quand même, c'est deux papiers qui rapportent ces modifications donc décrites chez la souris. Elles sont réellement observées chez l'homme. Donc, vous voyez que la cellule souche hématopoïétique ici au milieu, en fait, va donner préférentiellement un compartiment myéloïde qui va enrichir donc les progéniteurs myéloïdes et le compartiment des cellules myéloïdes de façon tout de même limitée. Et une population très intéressante est apparue et a fait l'objet de beaucoup d'études. C'est une population qui a un biais mégacariocytaire qui est observé de façon plus préférentielle au cours du vieillissement, mais aussi au cours de l'inflammation, comme on va le voir un petit peu plus loin. Alors, l'inflammation aiguë, c'est un phénomène que vous connaissez, qui est décrit partout, mais qui ne fait pas tellement partie de notre réflexion habituellement en hématologie, puisqu'elle est plus du domaine des immunologistes, et on va la résumer ici par quelques mots qui décrivent le mécanisme de réponse à l'inflammation, donc les mécanismes qui aboutissent à ce qu'on appelle l'immunité innée. Donc, comme vous le savez, dans un contexte inflammatoire provoqué par un pathogène ou un damage cellulaire, sont produits des molécules qu'on va appeler PAMS ou DAMS et qui vont activer des récepteurs spécifiques à la surface de cellules cibles qui vont être effectrices de la réponse inflammatoire, donc en particulier les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules monocytaires. Donc, après cette activation des récepteurs, les cellules vont produire les cytokines de l'inflammation qui vont permettre d'attirer sur le site de l'inflammation les effecteurs IMA. Alors, ce qui est tout à fait intéressant et issu des derniers travaux à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, la cellule souche hématopoïétique, qui est notre cellule d'intérêt ici, est une cellule qui répond à l'inflammation parce qu'elle a des récepteurs de type PRR, donc qui vont répondre aux signaux de damage ou aux signaux produits par les pathogènes. Et donc, ce sont ces signaux qui vont participer à leur entrée en cycle, à leur mobilisation, à la réduction de leur capacité d'autorenouvellement au profit de leur capacité à différencier vers le lignage myéloïde. D'autre part, ces cellules souches hématopoïétiques, elles ont des récepteurs pour des signaux pro-inflammatoires et en particulier l'interféron, et elles sécrètent elles-mêmes des cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL6, le TGF-bêta ou le TNF-alpha qui vont augmenter et promouvoir cette myélopoïèse. Et enfin, cette cellule souche biaisée vers le lignage mégacariocytaire est actuellement considérée comme une cellule inflammatoire de réponse à l'inflammation qui est normalement dormante, donc très peu exprimée, qui rentre en cycle et qui devient métaboliquement active et dans une situation d'inflammation aiguë va permettre de restaurer le pool de plaquettes qui est perdu à cette occasion. Donc ça, c'est la situation de l'inflammation aiguë. Et donc, on a ici ce schéma qui va récapituler ce que c'est qu'une réponse hématopoïétique à l'inflammation, aboutissant à une myélopoïèse d'urgence. Alors, plus intéressant encore comme concept, la situation de l'inflammation chronique. Donc, l'inflammation chronique, elle a été modélisée chez la souris en répétant le challenge inflammatoire, donc par exemple en induisant de manière répétée une stimulation, soit par un pathogène, soit dans des systèmes plus simples avec du PIPC. Et cette répétition en fait de l'inflammation chronique va promouvoir en fait le vieillissement de la cellule hématopoïétique. Alors à quoi on le mesure? Eh bien, je trouve que cette image elle est extrêmement parlante. Vous avez une moelle normale qui est bien
pleine de ces cellules hématopoïétiques et qui va dévier au bout d'une répétition, ce qui s'étale sur 6 mois d'un challenge inflammatoire, vers une moelle vide très adipocytaire, en fait, qui correspond tout à fait à ce que l'on observe au cours du vieillissement. Donc, cela prend à peu près 6 mois pour faire cette diminution des capacités de renouvellement des cellules hématopoïétiques qui vont vers leur exhaustion, comme on dit, avec une diminution de la production des cellules hématopoïétiques au final, donc qui reproduit exactement ce qui se passe au cours du vieillissement. Donc, ce travail est particulièrement intéressant. Et puis, un deuxième concept que je voudrais vraiment développer aujourd'hui, qui est celui de l'immunité entraînée, qui est en fait la constitution d'une mémoire de la réponse inflammatoire. Alors, cette immunité entraînée, elle devrait être attribuée aux cellules immunitaires et c'est ce qui est décrit dans le premier papier de gauche, qui est un papier publié en 2018, qui est à nouveau chez la souris, où on va challenger la souris, reproduire avec un bêta-glucan une stimulation inflammatoire et on observe en fait qu'au deuxième challenge, en fait, les cellules vont répondre plus rapidement et produire une réponse bénéfique pour lutter contre une inflammation systémique. Et en particulier, ce qui a été vu, c'est que ces cellules matures qui vont proliférer en réponse à ce deuxième challenge, elles sont capables d'augmenter une réponse à la chimiothérapie. Et alors, encore plus intéressant, ce qui a été montré récemment par Bérangère de Laval chez Michael Ziveke et Sandrine Sarrazin à Marseille, c'est que cette réponse en fait d'immunité entraînée, c'est une réponse de la cellule souche hématopoïétique la plus immature. En fait, c'est une réponse épigénétique. En quelque sorte, si on résume rapidement, la chromatine reste ouverte après un premier challenge et cette ouverture de la chromatine permet une réponse encore plus rapide et un entraînement de la réponse immunitaire avec la production de cellules, en particulier granuleuses et monocytaires, pour répondre à ce challenge. Donc ça, c'est ce qui est observé au cours d'une inflammation chronique. Alors, si on résume ceci, mais je pense que ce sera redit et beaucoup mieux détaillé que ce que je ne peux le faire là par Michel Laurent-Lios au cours du topo sur la niche, c'est que ces productions de cellules hématopoïétiques, en fait, elles dépendent du contexte du micro-environnement et qu'elles sont en particulier dépendantes de la production des cytokines pro-inflammatoires au sein de la moelle osseuse. Alors, quelles sont les cellules qui vont produire ces cytokines inflammatoires, IL-1β, IL-6, TNF-alpha ou GM-CSF, eh bien, c'est d'une part les cellules stromales mésenchymateuses, donc il y en a deux types. Il y a celles qui sont proches des vaisseaux et celles qui sont un peu plus proches des vaisseaux sinusoïdaux, donc soit artériels, soit sinusoïdaux. Et ces cellules stromales mésenchymateuses produisent ces cytokines, mais pas que celles-ci. Les mégacaryocytes aussi, donc les premières cellules hématopoïétiques souches produites avec un biais mégacaryocytaire, sont elles aussi capables de produire des cytokines inflammatoires qui vont contribuer à ce biais myéloïde myélomonocytaire qui est la réponse à l'inflammation. Et de manière encore plus intéressante, mais ça c'est quelque chose qui n'est encore pas très très connu, c'est que certaines cellules stromales mésenchymateuses vont acquérir un phénotype immunosuppresseur et produire des cytokines ou des chémokines qui vont être immunosuppressives, telles que les alarmines, et en particulier l'hétérodimère S100A8 et S100A9, qu'on appelle aussi la calprotectine, qui a pour fonction en fait d'être réellement immunosuppresseur en diminuant la réponse T cytotoxique, en diminuant la réponse adaptative médiée par les B, la réponse NK et la réponse des cellules dendritiques. Donc, tous ces événements surviennent au sein d'une moelle, on va dire, inflammée et donc aboutissent à ce biais de différenciation myélo-monocytaire et mégacaryocytaire observé au cours du vieillissement et de l'inflammation. Donc, on a vraiment une superposition en fait du phénotype de la moelle osseuse entre le vieillissement et l'inflammation, avec une exacerbation des événements lorsque la moelle est en réponse inflammatoire.
Alors, est-ce que c'est une réalité dans les syndromes myélodysplasiques? Donc, j'aborde enfin la question du syndrome myélodysplasique. Donc, oui, plusieurs papiers ont montré par le passé, vous en avez peut-être entendu parler, que les cellules souches stromales mésenchymateuses de la moelle des patients avec myélodysplasie, y compris les faibles risques, ont un transcriptome inflammatoire. Donc, ici, il y a 3 papiers. Le premier était assez fondateur, celui d'Inmediouf en 2014, montrer ce transcriptome des MSC de MDS avec une différence significative par rapport au contrôle de mémage. Et puis, plus précisément, donc les travaux de Marc Reichmaker et en particulier ce papier de 2016 décrit quelles sont les cytokines produites par les cellules stromales mésenchymateuses. Et on retrouve ici les S100A8, S100A9, donc qui sont les alarmines formant l'hétérodimère calprotectine. Et puis ici, dans ce papier un peu plus récent, on montre aussi que les cellules CD271 positives, les MSC triées, ont un transcriptome très inflammatoire. Alors, à quoi ça sert cette inflammation des MSC? Est-ce que ça a un impact sur les cellules hématopoïétiques dans le contexte qui nous intéresse? Donc, on revient encore sur des modèles de souris, ceux réalisés par Marc Reichmaker quand il était chez David Skaden, en particulier à gauche, publié en 2010. Donc, il provoque une lésion dans les cellules stromales, dans les cellules ostéoblastiques. Hein. On n'est plus dans les cellules stromales mésenchymateuses, mais dans leur étape de différenciation vers l'ostéoblaste. Et dans ces cellules, la délétion de Dicer ou du gène qui est responsable du Shwachman-Diamond provoque donc au contact de cet environnement anormal, on voit apparaître une hématopoïèse anormale. Et donc, cette modélisation, en fait, passe par la production par les cellules stromales mésenchymateuses de la calprotectine, qui a l'air d'être réellement déterminant parce que c'est un ligand pour un récepteur toll-like qui va induire un dommage à l'ADN et donc un stress génotoxique dans les cellules hématopoïétiques en regard. Alors, je voudrais insister sur ce qui est nouveau dans les concepts que je vous expose aujourd'hui. Donc, il y a 2 éléments très importants. Donc, on vient de le voir, l'inflammation du micro-environnement ou le vieillissement associé aux infections va provoquer la sélection de cellules clonales. On a vu en particulier des cellules TET2 mutées ou des NMT3A mutées. Et ce qui apparaît maintenant avec les études en single cell, c'est que ces populations de cellules hématopoïétiques ont une réponse inflammatoire, donc elles ont un transcriptome inflammatoire qu'elles propagent à leur progéniture, en fait. Et donc, on va retrouver cette signature inflammatoire tout le long de l'arbre hématopoïétique. Donc, il y a réellement une empreinte, en fait, de l'inflammation, des événements d'inflammation au cours de la vie qui s'impriment dans la cellule souche hématopoïétique qui, par ses capacités d'expansion et de division et de différenciation, va pouvoir transmettre donc cette inflammation à à la grande majorité des cellules de la moelle osseuse. Alors, quel est l'impact? C'est que ces cellules les plus matures vont produire des cytokines, mais on a vu que les cellules souches également pouvaient produire des cytokines pro-inflammatoires qui vont informer la niche et la modifier, et également potentiellement inhiber l'hématopoïèse normale et les cellules normales résiduelles telles que les monocytes. Donc, ceci est une boucle en fait d'auto-amplification qui va provoquer donc notre maladie à terme. Donc, ces données-là, en fait, elles existent dans des modèles de souris tête de mutée, des NMT3A mutés, et aussi dans le poisson zèbre avec une invalidation d'ASXL1. Donc, ça, c'est les travaux de Léonard Zan. Je vous ai cité les 3 papiers principaux. Et puis, plus récemment, donc ça a fait l'objet d'une publication et puis d'un rapport aussi à l'âge dernier. En fait, ces cytokines inflammatoires vont provoquer une augmentation de la perméabilité intestinale. Et là, on voit surgir le microbiote dans l'hématopoïèse et dans son impact défavorable sur l'hématopoïèse. Donc, le microbiote est capable de favoriser l'expansion de clonale et donc va participer à l'amplification du clone. Alors,
je vous l'ai dit, les cellules hématopoïétiques vont pouvoir instruire sur la diapositive précédente les MSC, donc le micro-environnement, et provoquer un programme inflammatoire. Donc, en fait, c'est une histoire de conversation entre les cellules hématopoïétiques et le micro-environnement. Donc, ça, c'était des données issues de manip in vitro réalisées par Inmediouf dans son papier publié en 2014, dans lequel elle a mis au contact des cellules stromale normale avec des cellules hématopoïétiques de MDS et elle induit un phénotype inflammatoire sur les MSC. Alors, si on vous donne un petit exemple, donc le cas particulier des 5Q-, dans lequel on a pu voir que les cellules hématopoïétiques, mais aussi le micro-environnement, va produire en fait cette surexpression des alarmines S100A8 en particulier. Eh bien, ici, on a l'exemple parfait du crosstalk entre les cellules hématopoïétiques et le micro-environnement. Tout ceci confère un phénotype inflammatoire au micro-environnement. Donc, les macrophages, en fait, 5Q-, qui contiennent la délétion, produisent S100A8 qui va donc modifier le phénotype des cellules stromales mésenchymateuses et induire la production de S100A8 par ces cellules stromales qui va avoir l'effet que l'on a vu sur les cellules hématopoïétiques. Alors, ce schéma, évidemment, c'est totalement illisible, hein, mais c'est l'ensemble des voies de signalisation qui peuvent être activées en réponse à ces cytokines pro-inflammatoires ou en réponse aux alarmines. Donc, de gauche à droite, en fait, on reconnaît des voies de signalisation dont vous avez peut-être un petit peu entendu parler et que l'on rassemble maintenant sous le nom de Supramolecular Organizing Centers, ou SMOCs. Et les SMOCs, en fait, font l'objet d'un targeting thérapeutique. Donc, il y a plusieurs tentatives qui sont actuellement en cours pour essayer de cibler des acteurs de ces voies de signalisation activées sur les cellules hématopoïétiques ou sur les cellules du micro-environnement par ces signaux pro-inflammatoires de la moelle osseuse. Donc, en particulier, si on va à gauche ici, vous avez donc l'activation par les toll-like récepteurs de ce qu'on appelle le midosome qui va activer la voie NF-κB, qui est vraiment la hallmark de l'inflammation, de la réponse inflammatoire de ces cellules. Et puis ici, le fameux complexe d'inflammasome qui peut être mis en jeu par, voilà, j'arrête bientôt. Qui est mis en jeu donc, en réponse à ces cytokines inflammatoires. Donc, les mutations activent les voies de signalisation de l'immunité innée et de l'inflammation. Donc, ceci est répertorié dans ce papier de David Salman dans Blood en 2019. Donc, je vous invite à le consulter. Et donc, le targeting de ces voies d'inflammation. Donc, dans ce schéma, plusieurs propositions sont faites. Je vous cite juste à titre d'exemple le fait que la mutation SF3B1, avec l'ensemble des anomalies d'épissage qu'elle peut produire, produit en particulier une isoforme d'épissage plus longue que normale de la molécule IRAK4 qui est sur la voie de signalisation du midosome. Et donc, il y a une tentative de cibler IRAK4 pour essayer d'inhiber l'expansion des cellules qui ont cette forme longue d'IRAK4. Voilà, alors je crois que j'ai fini. Je vous ai mis ici à consulter après quand vous aurez le diaporama une figure que j'ai empruntée à Olivier Cosmider qui permet de faire la synthèse de l'ensemble du crosstalk entre les cellules hématopoïétiques et les cellules du stroma. Voilà. Vous avez une question? Oui, je fais juste un. Encore un cours de DES. J'ai osé. Non, mais je vais demander en même temps. Donc, pourquoi finalement un clinicien, mais pourquoi un clinicien il trouve un intérêt? Vous l'avez vu, vous avez toute la notion, il y a une nouvelle discipline qui est en train de se créer autour de l'inflammation et de l'hématopoïèse clonale. Il y a même certains centres américains qui ont commencé à développer des cliniques d'hématopoïèse clonale parce que c'est associé à ces problèmes d'inflammation et à tous les problèmes de maladies inflammatoires associées, que ce soit les maladies inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, la goutte et plein d'autres maladies. Donc, on voit bien qu'il est en train de se développer un certain nombre de thérapeutiques qui visent à cibler cette inflammation locale médulaire pour essayer de traiter non seulement ou prévenir l'apparition des syndromes biologiques classiques,
et de manière plus intéressante en termes de santé publique, ça pour le cours de DES, et de santé publique, éventuellement pour prévenir d'autres complications, et notamment les complications cardiovasculaires qui sont associées à ça. Donc il y a tout un champ qui se met autour de ça. En général, il n'y en a pas au premier topo. Donc. Merci beaucoup.